Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement parce qu'il est grand temps qu'on se retrouve pour le format des découvertes ludiques. Alors pour rappel, ce sont des vidéos où je vais vous partager de façon assez rapide, de façon brève, mon ressenti sur certains jeux que j'ai pu tester dernièrement. Et on commence sans plus tarder avec Subterra 2, donc le petit frère de Subterra. Alors ici, même principe, mais contexte un peu différent. Vous allez non pas vous retrouver dans une grotte à vouloir retrouver la sortie, mais vous allez plutôt interpréter des aventuriers, des explorateurs avides de trésors, et vous allez pour ça rentrer dans un temple pour dérober un artefact. Chaque joueur va incarner un personnage avec chacun sa petite particularité, et à chaque tour, vous allez pouvoir effectuer 2 actions, voire 3 si vous vous dépassez, surpassez, enfin bref, je sais plus. Mais grosso modo, vous allez pouvoir refaire un peu les mêmes actions que dans le premier titre. Vous allez pouvoir vous déplacer, explorer de nouvelles, révéler de nouvelles tuiles, vous allez pouvoir combattre, soigner, enlever des éboulis, etc. Alors tout d'abord, dans le temple, vous allez devoir récupérer 3 clés. Et chose qui m'a un peu fait penser à Piège Obscur, dont j'ai parlé juste ici. Et une fois ces 3 clés en votre possession, vous serez en mesure de dérober l'artefact tant convoité. Une fois dans votre besace, il sera grand temps de dégarpir, donc de rejoindre très rapidement l'entrée, avant que le volcan ici présent entre en éruption et détruise tout sur son passage. Alors Subterra 2, c'est un jeu qui va se faire en 2 étapes, on va dire. Une première étape qui va être de l'exploration, donc le temps de découvrir le temple, de récupérer les 3 clés et dérober l'artefact. Et la deuxième phase qui va être une phase de fuite où vous allez devoir vite rejoindre la sortie avant que le volcan ne vous détruise. Donc concernant le premier point sur l'exploration, en début de partie ça va être plutôt lent, il va rien se passer de bien palpitant. Enfin après c'est normal le temps de révéler assez de tuiles pour que ça devienne intéressant. Mais plus vous allez vous rapprocher de la fin, plus ça va commencer à être compliqué et la tension va bien monter. Donc on va bien retrouver ce petit côté montée en puissance, donc à la fois sur le jeu et sur la tension. Donc ça c'est top, on garde. Après concernant les événements, alors je sais pas si vous vous en rappelez, dans le premier opus, à la fin de chaque tour de table, on allait révéler une carte pour dévoiler un événement. Ici, ça a été transformé avec un dé que vous allez lancer à la fin de chaque tour de joueur. Donc, alors, 2 points. Tout d'abord, la transformation des cartes en dés. Sur le premier titre, plus on avançait dans la partie et plus on allait pouvoir anticiper ce qui allait nous arriver. Donc, on avait un semblant de contrôle, un minimum de contrôle. Alors que là, on laisse vraiment place au hasard en lançant à chaque fois un dé. Et deuxième point, le fait de lancer un dé à la fin de chaque tour, c'est ça qui va rendre le jeu compliqué. Et je vais un peu prendre les 2 extrêmes, mais en fonction de votre chance au dé, vous pouvez très bien avoir une partie où il ne va rien se passer, et au contraire avoir des parties où vous allez vous faire rouler dessus, vous faire broyer par le jeu. Donc là, pour le coup, je crois que je préférais l'ancienne version. Concernant les pièges, petite nouveauté avec Alors, vous avez les pics, donc ça, classique, et vous avez les fléchettes qui vont toucher toutes les personnes qui se trouvent dans la direction. Donc ça, c'est une petite contrainte supplémentaire qui va nous obliger à faire attention au positionnement de nos personnages à la fin de chaque tour. Donc ça, petite contrainte, plutôt pas mal. Et toutes nos actions, tous nos tours vont être rythmés, timés par le volcan, où il va rentrer en éruption au bout d'un certain nombre de tours. D'ailleurs, ça va être là-dessus que vous allez pouvoir faire varier le niveau de difficulté, donc en fonction du nombre de tours avant qu'il rentre en éruption. Et en général, ça va être au moment où on va récupérer l'artefact qui va se réveiller, et donc ça va rajouter, du moins ce qu'on a ressenti dans nos parties, ça va rajouter un petit côté épique à cette aventure. Vous allez récupérer l'artefact, vite courir dans les couloirs avant que la lave nous rattrape. Il y a les gardiens qui nous bloquent le passage, ça rajoute un petit côté épique qui est fort plaisant. Après, quoi dire d'autre ? Oui, du coup, vu que les tuiles sont cette fois-ci recto verso, donc un côté pour les couloirs et l'autre côté pour la lave, vous allez récupérer toutes ces tuiles et les mettre dans un petit sac qui est bien trop petit à mon goût. Du coup, un sac à taille au-dessus n'aurait pas été refus. Mais autrement, voilà, malgré le petit point sur les événements, donc avec le petit côté, avec beaucoup plus aléatoire qui va rendre le jeu plus compliqué et moins de contrôle, c'est tout de même un jeu avec une belle montée en puissance, on retrouve toujours cette bonne sensation, et avec un petit côté en plus épique. Donc voilà, c'était Subterra 2. Allez, on va enchaîner cette fois-ci avec un jeu un peu plus touffu que le précédent. On va parler d'East India Company. Alors cette fois-ci, vous allez incarner une compagnie qui va tenter de faire un maximum de profit en allant en Asie, récupérer des ressources et vite revenir en Europe pour les revendre au prix fort. Pour ça, à travers 5 manches, vous aurez tout d'abord une petite phase de placement d'ouvriers. Vous pourrez faire tout un tas de trucs, comme par exemple récupérer de meilleurs bateaux. Alors il faut savoir que chaque navire possède 2 caractéristiques. Vous avez tout d'abord une valeur de chargement, qui va représenter le nombre de ressources que vous pourrez transporter de l'Asie en Europe.
et vous aurez une vitesse, sachant que premier arrivé en Asie, premier servi. Il faut savoir que ces ressources ne sont pas illimitées et le coût varie en fonction de la rareté. Loi de l'offre et la demande. Ensuite, à tour de rôle, vous allez placer face cachée vos bateaux dans l'un des 3 lieux disponibles. Vous allez les révéler, faire vos achats, faire vos petites emplettes, revenir en Europe, revendre le tout et gagner un maximum de pognon. Et en plus de cela, vous avez la présence d'une piste titre où vos compagnies sont entre guillemets cotées en bourse. En fonction du résultat que vous allez faire à la fin de chaque manche, le cours de l'action va varier. Vous pourrez bien sûr acheter des titres chez vos concurrents, ce qui va permettre de fructifier la valeur de cette cote, et vous pourrez à l'inverse revendre le tout donc pour récupérer votre investissement avec si possible une marge en bonus, c'est toujours mieux. Donc voilà rapidement pour la présentation de East India Company, et globalement c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié. Alors il va vraiment se concentrer sur les 2 axes de jeu mentionnés juste avant, à savoir le pick and delivery et le côté bourse. Sur cette première partie, on va plutôt être sur une course au pognon, où en fait à chaque manche on va essayer de flairer la bonne ressource qui va nous rapporter un maximum, donc la ressource où on va pouvoir acheter au prix le plus bas et revendre au prix le plus haut, donc essayer de maximiser, d'avoir le delta le plus large. Malheureusement, les autres joueurs vont essayer d'optimiser ce profit, et du coup, on va se retrouver à essayer d'anticiper ce que vont faire les autres joueurs, de voir ce qui va se tramer autour de la table, même si on a une bonne idée avec le placement d'ouvriers. Et bien sûr, telle est la question éternelle, est-ce qu'il vaut mieux privilégier la vitesse ou bien le chargement? Alors, avec la vitesse, on est sûr d'arriver en premier, de récupérer les ressources qui vont nous faire gagner beaucoup. Par contre, on ne pourra pas en prendre énormément. Et à l'inverse, si on favorise le chargement, on va certes arriver un peu plus tard, on va récupérer ce qui reste, mais on va pouvoir récupérer plusieurs ressources. Donc, à voir. Et en fin de compte, on va essayer de s'adapter avec ce que font les autres joueurs, et c'est pour ça que je vais préférer le jeu à 3 ou à 4, plus de conflits, plus de surprises. Et ensuite, sur le côté bourse, c'est une partie que j'ai trouvée à la fois fun et un peu fouillis. Alors fun dans le sens où acheter des titres chez les autres joueurs, ça permet de se lancer un petit pari avec soi-même, de voir quel joueur va le mieux s'en sortir à telle ou telle manche. Donc on va pouvoir acheter beaucoup de titres chez un joueur, faire fructifier tout ça et tout revendre d'un coup pour récupérer son investissement avec une marge si possible, et ça permet aussi de prendre les autres joueurs de court. Après, le fait qu'à la fin de chaque manche, on va récupérer notre gain, comparer la variation par rapport à la manche précédente, faire bouger le petit curseur, tout ça, c'est simple à dire, enfin c'est tout bête, mais j'ai trouvé cette manipulation un peu lourde et qui vient un peu casser le rythme du jeu. Mais à part ça, East India Company, j'ai plutôt adoré. Et on continue avec Shogun no Katana. Alors ici, placement d'ouvriers où on va être plongé dans un Japon féodal, où en tant que forgeron, on va devoir confectionner des katanas. Alors pour cela, vous aurez un plateau principal, un plateau commun où vous allez faire votre placement d'ouvriers de façon classique. Vous allez ainsi pouvoir récupérer des contrats de sabre, vous allez pouvoir récupérer des ressources, aller au marché, aller au temple pour améliorer, sublimer vos créations. Bref, vous allez pouvoir faire tout un tas de choses. Ensuite, vous aurez en plus un plateau personnel qui va représenter votre forge, où vous allez pouvoir également envoyer des ouvriers, donc soit sur une colonne, soit sur une ligne, et vous allez activer toutes les tuiles, donc tous les sabres présents sur cette rangée. Vous allez ensuite rajouter la prochaine ressource demandée, donc ressource qu'il faudra avoir récupérée au préalable, et vous allez déplacer ces tuiles soit à droite, soit en haut, soit en bas, sachant que chaque ressource étant associée à une ligne. Et bien sûr, après les 4 manches, le joueur avec le plus de points, donc points qu'on va pouvoir majoritairement gagner en vendant des sabres, enfin en terminant la création d'un sabre, le joueur avec le plus de points remporte la partie. Et là pour le coup, avec Shogun no Katana, j'étais un poil plus déçu. Alors déjà, le thème, l'ADA, l'ambiance donnée par le jeu, ça n'a rien à redire. En général, tout ce qui touche autour du Japon, enfin même autour de l'Asie de façon plus générale, c'est quelque chose qui me touche et qui me plaît. Le matos est plutôt chouette. La partie forge, donc avec son plateau personnel, ça franchement c'était super intéressant, mais on va plus être confronté à un casse-tête, donc vraiment en mode solo, on va essayer d'optimiser l'activation de toutes ces tuiles. Donc il faudra avoir bien calculé quelles ressources récupérer à quel moment, pour activer au bon moment toutes ces tuiles, faire attention au déplacement pour pas que les tuiles se bloquent. Mais du coup pour les activer, comme j'ai dit, il faut avoir des ressources, et tout ça, ça va se passer sur le plateau principal. Et alors déjà, on est sur un placement d'ouvriers on ne peut plus classique, où je vais prendre un bonhomme, poser un endroit, récupérer une ressource, je le pose à un endroit, je vais récupérer une tuile, etc. Bon, classique, mais ça ok, pourquoi pas. Mais là où ça m'a le plus dérangé, c'est peut-être l'absence d'interaction sur ce plateau principal, sur ce plateau commun, qui est censé à minima contraster avec notre plateau personnel, où on joue vraiment en solo dans notre coin.
à aucun moment je me suis senti agressé sous pression par les actions de mon adversaire, où en fait, quoi qu'il fasse, je savais très bien que je pouvais faire ce que j'avais prévu en tête. Du coup, j'ai trouvé ça dommage. Après, autre petit bémol qu'on a pu noter, c'était que le début de partie, du moins la première manche, voire même quelques actions suivantes, les actions étaient un peu trop évidentes. On n'avait pas de réel choix à faire, ou... Enfin voilà, c'était limite scripté. Mais il n'empêche que j'aimerais bien tester une autre partie à 4 joueurs, donc pour voir si ça ramène un peu plus d'interaction, de tension, de confrontation, et également une partie en solo, étant donné que j'ai vraiment beaucoup aimé la partie forge, où on doit résoudre son casse-tête, et qu'en fin de compte, le plateau principal, c'était pour moi aussi du solo, où on faisait même pas attention à ce que faisaient les autres. Donc voilà, un peu déçu sur Shogun no Katana. Et on va cette fois-ci reparler un petit peu de Nekojima. Donc en fait, j'ai déjà fait une vidéo où j'explique un peu plus en détail les règles et avec une petite partie à la clé, que vous pouvez d'ailleurs retrouver juste ici. Et je voulais profiter de ce moment-là pour vous partager mon ressenti que j'ai eu sur ce jeu. Alors au début, quand on m'a proposé de tester Nekojima, j'étais moyennement emballé, voire même pas du tout, parce que tout ce qui est jeu de dextérité, jeu d'adresse, c'est pas ma came, c'est pas ce qui me fait vibrer. Et au final, après l'avoir testé, grosse surprise, voire même bon gros coup de cœur, où à la fin de la partie, on avait vécu quelque chose, et on repartait avec des souvenirs, et chose qui est peut-être le plus important à la fin d'une partie. Alors au début de la partie, ça va être plutôt tranquille, plutôt paisible, vous allez poser vos denshu sans stress, mais plus vous allez avancer dans les tours, et plus vous aurez la petite goutte qui va commencer à perler, avec le stress qui va arriver, où vous allez devoir poser votre poteau, enfin vos poteaux, vos pylônes, sans tout casser, et voilà, il y aura une tension qui va commencer à s'installer autour de la table, et ça c'est vraiment génial. Et même quand c'est pas à vous de jouer, vous allez plutôt focus sur ce que vont faire vos adversaires, pour voir s'ils vont s'en sortir et prier pour qu'ils cassent tout. Et pareil, le petit cube noir qui va rajouter un petit stress, où en fait à chaque fois qu'un joueur va piocher dans le sac, on va prier pour que ça ne soit pas un cube noir, et si c'est le cas, on va prier pour qu'on ne soit pas la cible. Et je vous parle même pas du mode duo qui est en fait ouf, où en fait avec votre binôme, votre coéquipier, vous allez devoir être soudés, vous coordonner pour placer votre pylône, et surtout dans les derniers niveaux où ça va devenir de plus en plus compliqué. Ça va créer de la joie, de la tension, du stress, parfois de la déception quand on perd, mais en tout cas ça va créer des sourires, et c'est ça qui est ouf. Et pour moi, cerise sur le gâteau, c'est tout le thème qui est abordé derrière Nekojima, où déjà en fait sur papier, quand on vous parle de créer un système de réseau électrique, ça vend pas du rêve, mais au final, in fine, c'est quelque chose qui va se matérialiser, prendre vie petit à petit devant vous, et ça c'est plutôt chouette. Et deuxième point, alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les petits quartiers en Corée ou au Japon, mais si c'est le cas, vous allez comprendre ce que je veux dire, et en fait, c'est exactement ça. Et c'est ça qui est... Enfin, j'ai vraiment apprécié ce petit clin d'œil. Donc voilà, Nekojima, grosse surprise pour moi. Et on va terminer cette section avec Bullet, le jeu qui va reprendre un peu l'essence de tout ce qui est shoot 'em up, avec des parties à la fois rapides, dynamiques, d'une vingtaine de minutes grand maximum. Alors dans ce jeu, vous allez incarner un personnage qui aura sa propre mécanique, qui va venir avec son propre pool de cartes, enfin son deck, et qui aura ses propres actions, enfin plus ou moins. Et dans un sac, vous aurez un certain nombre de jetons à piocher, à venir placer sur votre plateau. Donc en fonction de la couleur, enfin chaque colonne étant associée à une couleur, et en commençant par le haut, vous allez compter le nombre de cases vides en fonction de la valeur de votre pion, et c'est à ces endroits-là où vous allez le poser. Si par malheur il arrive tout en bas de votre plateau, ça va être des dégâts que vous allez subir, et au bout d'un certain nombre, c'est dead. Et pour vider un peu votre grille, votre plateau, vous allez, pour infliger des dégâts, devoir réaliser des patterns que vous pourrez retrouver sur vos cartes. Et avec vos actions, vous allez pouvoir justement, déplacer les pions, les intervertir, les retourner, tout ça pour faire vos patterns, pour les supprimer et les envoyer chez vos adversaires. Donc Bullet, c'est encore une fois un jeu que j'ai énormément apprécié, mais seulement en solo. Et en fait, je ne vois pas l'intérêt de jouer à plusieurs. Alors oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a un mode solo, et vous pouvez également jouer en multi, donc avec un mode compétitif et un mode coopératif. Et en fait, vous allez vous retrouver face à votre grille en train d'essayer de résoudre un puzzle, de résoudre un casse-tête, et en fait, on s'en fiche de ce qui se passe autour, vous êtes focus sur votre plateau, donc c'est pour ça que j'ai même d'ailleurs acheté ce jeu, c'était juste pour le mode solo, où encore une fois, vous avez, alors ça je sais même pas si je l'ai dit, mais dans la boîte vous avez 8 personnages que vous allez pouvoir incarner, et que vous allez également pouvoir combattre, ce qui va donner pas mal de rejouabilité. Et étant donné que c'est des parties assez nerveuses, dynamiques et rapides, on va en général, après une victoire ou une défaite, continuer sur notre partie. Donc voilà pour moi Bullet, très bon solo, mais inutile à plusieurs.
Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo sélection. Si vous avez déjà eu l'occasion de tester l'un d'eux, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Et si l'un des jeux vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser l'un des liens en description. Et comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!